Chers amis, bonsoir. Je suis heureux d'accueillir Alain Juillet, qui nous a fait l'honneur, il y a quelques années, d'écrire un article dans Royaliste. Et que j'ai invité à nous faire une conférence. Il a choisi comme thème le crépuscule de l'Occident, fantasme en réalité. Je vais lui laisser le temps de présenter son thème de réflexion et ensuite, s'il le veut bien, nous engagerons le débat avec lui. Cher monsieur, vous avez la parole. Merci, monsieur Renouvin. Tout d'abord, excusez-moi pour ce retard, mais vraiment, je n'avais pas prévu que je mettrais autant de temps, mais je n'avais pas regardé que c'était la fête de la musique. Et je peux vous assurer que tout est bouché depuis le pont de l'Alma jusqu'ici. C'est facile, hein. Je vous dis 1h30, je n'avais jamais mis autant de temps pour venir, pour traverser Paris comme ça. Enfin, donc je vous prie de m'excuser parce que j'ai horreur d'être en retard et là, j'ai vraiment une réussite. Enfin bon, c'est comme ça. On m'a demandé de traiter un thème qui me paraît intéressant actuellement parce que je pense que derrière ce thème, en réalité, il faut se poser beaucoup de questions. Et j'espère qu'après tout ce que je vais vous dire, vous-même, on aura un débat, hein, c'est très bien, mais vous-même, vous pourrez vous poser des questions en se disant où on en est réellement, qu'est-ce qui est en train de se passer. Parce que, indiscutablement, au-delà de la guerre en Ukraine, que personnellement je qualifie d'épiphénomène dans le cadre plus global dont je vais vous parler, même si c'est une affaire dramatique sur le plan de ce qui s'y passe, bien entendu. Mais au-delà de la guerre en Ukraine, ce qui est l'enjeu actuel, ce qui est en train de se passer actuellement, c'est une bascule du rapport de force, du rapport de puissance, si vous voulez, entre un monde qui est le nôtre, le monde occidental, et un autre monde qui est en train d'émerger, et je dirais, et qui est en train d'émerger beaucoup plus vite et de manière un peu différente de ce qu'on avait prévu. Les Occidentaux, je ne parle pas de l'Empire de Rome, mais si on prend en définitive, depuis 1492, depuis la découverte de l'Amérique par Colomb, on peut dire que les Occidentaux contrôlent plus ou moins le monde, même si la Chine était et est restée jusque vers 1750. La Chine est restée la première puissance du monde. La Chine était la première jusque-là, et ce n'est qu'après, d'ailleurs, le siècle suivant, que les Anglais, pour imposer la consommation d'opium aux Chinois, pour avoir un débouché sur leur production d'opium faite en Inde, ont fait la guerre, on les a appuyés et ont cassé, ont démoli, on n'y a pas d'autre terme, l'empire de Chine, qui a mis en définitive beaucoup de temps à se relever. On y reviendra tout à l'heure. Mais en dehors en dehors de la Chine, qui était à part et qui vivait à part, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'en ce qui concerne l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Afrique, toute cette zone du monde et une bonne partie de l'Asie ont été sous le contrôle occidental. Et à travers ce contrôle occidental, nous avons eu la conviction progressive que nos valeurs étaient universelles. C'est-à-dire, on était convaincus que, puisque nous étions les vainqueurs, nos idées étaient les meilleures, comme disent les Américains, Dieu était avec nous, et à partir de ce moment-là, c'était normal, et on imposait aux autres une vision du monde qui était la nôtre, puisque bien entendu, elle répondait à nos critères, donc c'était la meilleure. Qu'est-ce qui se passe depuis, on peut dire, ça a commencé avec la chute du mur de Berlin et l'effondrement de l'Union soviétique, c'est-à-dire dans les débuts des années 90. Nous avons cru faussement, tout le monde a cru, qu'on rentrait, après l'explosion de l'Union soviétique, nous rentrions dans un monde monopolaire, mondialisé, monopolaire, dans lequel la vision, je dirais, la démocratie à l'américaine allait s'imposer au monde entier. Et les échanges à l'américaine allaient s'imposer au monde entier.
Donc nous y avons vraiment cru, à tel point que, si vous vous souvenez à l'époque, des gens comme Friedman ou comme l'historien Fukuyama ont dit, Fukuyama a dit c'est la fin de l'histoire, puisque maintenant ça y est, on sera tous pareils, hein, le monde entier sera sur les mêmes bases, et Friedman disait oui, effectivement, ça y est, c'est fini, on est parti sur un monde monopolaire. Bon, et puis qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé qu'on a découvert en 30 ans, même pas, on a découvert qu'on s'était complètement trompé. Et qu'en définitive, le monde bipolaire que nous avions vécu depuis 1900, il y avait bien sûr depuis 1917, mais enfin, on peut dire surtout depuis la Deuxième Guerre mondiale, ce monde bipolaire, en définitive, n'était pas remplacé par un monde monopolaire, mais par un monde multipolaire. Et c'est quoi un monde multipolaire ? Ce sont des groupes de pays, ou des pays, qui se regroupent en fonction de caractères communs, qui peuvent être la culture, le climat, l'histoire, la religion, tout ce que vous voulez, les capacités énergétiques, peu importe. Ce sont des pays qui se regroupent en disant on a plein de choses en commun, on a des différences, mais on a plein de choses en commun, et donc mettons-nous ensemble et essayons au niveau mondial de défendre ce qui nous est spécifique. Chaque pôle en émergence est un pôle qui affirme des valeurs spécifiques, qui affirme une vision spécifique et qui ne veut plus entendre parler, c'est le moins qu'on puisse dire, de ces valeurs soi-disant universelles qu'on a cherché à leur imposer. Cette évolution, si vous voulez, progressive, qu'on a vue, qu'on a découvert au fur et à mesure, bien sûr, au départ, elle s'est concrétisée avec les États-Unis d'un côté, l'Europe et, bien sûr, la Chine qui était de l'autre côté et qui repartait de plus belle. Mais, et maintenant on s'en rend compte, depuis quelques jours on en parle beaucoup à cause de sa population, l'Inde monte derrière. L'Indonésie, on en parlait il y a 2 mois, le sud-est asiatique monte également. On voit en Amérique du Sud le pôle brésilien qui se développe. Et on voit un autre pôle au nord avec la Colombie. On voit en définitive, en Afrique, vous avez certes le pôle Afrique du Sud, mais on voit maintenant qu'il y a une émergence d'un pôle sahélien, qu'il y a une émergence d'un pôle, je dirais, Afrique centrale, qu'il y a une émergence d'un pôle Afrique du Nord. Encore il faudra préciser, parce que là c'est un peu plus compliqué. Toujours est-il qu'on voit que ces pôles sont en train de se développer et changent les règles du jeu. Pour vous donner un exemple, pendant toute la partie que je qualifierais de coloniale, durant lesquelles les empires, le français, l'anglais, les américains aussi d'ailleurs, après, tant que les empires récupéraient des matières premières, des énergies, peu importe, ils récupéraient dans les pays du tiers-monde, je dirais colonisés, et les transféraient chez eux pour les transformer et créer de la valeur. C'est-à-dire qu'on prenait les matières premières ailleurs et on créait de la valeur chez nous. C'est ce qui nous a permis ce fantastique développement qui fait qu'aujourd'hui on vit dans de très bonnes conditions par rapport à d'autres parties du monde. Ce fut effectivement une réussite pour nous, mais ce fut indiscutablement pour les autres, ça a posé de gros problèmes. Même si, il ne faut pas tout rejeter non plus, hein, on n'est pas woke ou ce que vous voudrez, il ne s'agit pas de tout rejeter, il y a eu des choses bénéfiques qui ont été faites dans tous ces pays, mais globalement, on ne peut pas dire qu'il y a eu un très fort développement économique de ces pays-là, ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, ces pays en développement, qu'est-ce qu'ils demandent ? Ils ne veulent plus qu'on puisse prendre chez eux les matières premières et les transférer ailleurs pour les valoriser. Ils veulent que l'argent reste chez eux pour que la population se développe, que le niveau de vie monte, que le pays devienne un pays plus riche, plus solide économiquement. Et socialement aussi d'ailleurs. Cette évolution auquel on assiste un peu partout dans le monde
Hein. Évidemment, elle nous pénalise, nous les Occidentaux, puisque c'est exactement le modèle inverse de celui que nous avions jusqu'ici. Et donc il est normal et compréhensible qu'on le voit plutôt d'un mauvais œil. On le voit d'un mauvais œil, mais malheureusement, on peut habiller ça comme on veut, c'est maintenant un phénomène inéluctable. Quand vous prenez, pour vous donner un exemple simple, mais je crois emblématique, hein, l'Arabie Saoudite, le président Roosevelt signe avec le roi Ibn Saoud sur le Quincy, sur le cuirassé Quincy, hein, juste après la guerre, il signe un accord disant voilà, j'assure à Ibn Saoud et à sa famille la sécurité en Arabie Saoudite, c'est-à-dire que les autres ne pourront pas vous renverser, vous allez garder le pouvoir, la contrepartie, vous nous fournissez le pétrole. Et il faut bien dire que pendant très longtemps, les compagnies pétrolières ont pris le pétrole après le gaz ailleurs, mais ont pris le pétrole en Arabie Saoudite et l'envoyaient dans des raffineries en Europe, aux États-Unis. Or, qu'est-ce qui s'est passé depuis quelques années ? D'abord, on a vu les gens du pétrole commencer par se rebeller dans les années 60, dans les années 70-80, souvenez-vous, crise pétrolière, les gens disent vous ne payez pas assez cher le pétrole, c'est un scandale, vous sous-payez le produit par rapport à sa valorisation, donc il faut quand même que vous donniez un petit peu pour vivre. Donc premier temps, première crise, on nous dit on va augmenter le prix, c'était la première crise pétrolière, et puis ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? Deuxième temps, les Saoudiens ont dit on veut des raffineries, on veut que vous fassiez des raffineries sur place. Et puis, troisième temps, qui est récent, ça a été de dire nous avons les raffineries, nous avons le pétrole, c'est nous qui fixons les prix et les volumes. Donc, ça veut dire qu'on était complètement dépossédés d'un système qui avait pourtant très bien fonctionné de notre point de vue, mais qui évidemment était spoliant indiscutablement pour les Saoudiens. Et la fin de l'histoire, vous l'avez vu récemment, le Premier ministre d'Arabie Saoudite est venu en France pour discuter avec nous. Aujourd'hui, l'Arabie Saoudite est en train de basculer, elle a quitté l'environnement américain et maintenant elle va rentrer dans ce qu'on appelle les BRICS, c'est-à-dire le groupe des pays émergents puissants, le Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Vous allez voir qu'au mois de novembre, quand il va y avoir la grande réunion des BRICS, les Saoudiens vont rentrer dans les BRICS, comme d'autres, on en parlera. Et ça veut dire que, ça y est, ils ont coupé le cordon ombilical avec les Occidentaux, et maintenant ils vont vivre leur propre vie. Et ils vont vivre leur vie associés à d'autres qui sont comme eux, des pays en développement. Alors vous voyez, je vous prenais cet exemple-là pour bien vous montrer que ça, c'est quelque chose, bien entendu, que non seulement les Occidentaux, les Européens n'avaient pas prévu, mais en plus, qui ne les arrange pas du tout. Parce qu'à partir du moment où on fait la transformation sur place et qu'on fait payer le prix normal à la sortie de la transformation à ceux qui achètent les produits, il est bien évident que vous vous retrouvez avec, nous en tout cas pour ce qui nous concerne, avec des prix élevés, plus de marge, et il faut vivre avec. Donc c'est un peu compliqué quand on n'a pas pris l'habitude de vivre comme ça. Je vous citais cet exemple-là, mais on peut en citer dans tous les coins du monde. Le deuxième, quand on regarde un peu plus loin, qu'est-ce qui se passe ces derniers temps ? Et là, je vais revenir sur la guerre en Ukraine. Si vous voulez, on pourra en parler, mais la guerre en Ukraine, au-delà de ce qui se passe au niveau militaire, des responsabilités des uns et des autres, mais je vous dis, on pourra en parler. Mais ce qui est intéressant, en définitive, c'est pas la guerre, c'est les sanctions. C'est très intéressant de voir ce qui s'est passé avec les sanctions. Pourquoi ? Parce que les Occidentaux, les Européens, mais conseillés par les Américains, parce que les sanctions ont été... Le plan de sanctions a été donné par les Américains aux Européens pour le valider, c'est clair. D'ailleurs, on ne l'avait pas lu, parce que si on l'avait lu complètement, il y a certaines sanctions qu'on n'aurait pas faites. Enfin bon, ça c'est encore autre chose. Donc, il y a eu des sanctions, et on pensait que la Russie allait s'effondrer. Or, qu'est-ce qui se passe ?
la Russie, elle ne s'effondre pas. L'euro, regardez la valorisation de l'euro depuis le début de la guerre, nous avions perdu 20%, on est remonté un peu, aujourd'hui on est à peu près à 10% de perte sur l'euro par rapport au dollar, par rapport à il y a 2 ans. Le rouble, dont on nous a lancé l'effondrement, est à plus 6% par rapport au début de la guerre. Comment la monnaie russe a pu s'en sortir dans cette guerre avec toutes les sanctions? Alors c'est là la première question qu'il faut se poser. Et qu'est-ce qu'on voit? Vous allez voir, c'est en réalité, une fois de plus, une partie émergée de quelque chose de beaucoup plus grave. En réalité, les Russes, comme beaucoup de pays du tiers-monde ou des pays en développement, ont été horrifiés et scandalisés par la pratique de ce qu'on appelle l'extraterritorialité. La règle américaine, qui consiste à poursuivre tout le monde dans le monde entier pour des motifs variés, à partir du moment où on a été dans une entreprise américaine, on a transité par une société américaine, on a utilisé du dollar, enfin bref. Dès qu'il y a eu un passage sur quelque chose d'américain, la loi extraterritoriale s'applique. Évidemment, si vous regardez sur le plan international, c'est totalement inacceptable. De quel droit un pays, quel qu'il soit, peut-il imposer à tous les pays du monde sa propre règle? Et en plus, avec des moyens de pression extrêmement forts. Donc, évidemment, c'est pas supportable. Mais on a tellement l'habitude d'accepter un certain nombre de cas que tout le monde a dit, ouais, pourquoi pas, bon, oui, c'est pas bien, mais ça fait rien, on va se débrouiller, hein, on s'arrange. Les Russes, mais il n'y a pas que les Russes, mais les Russes, qu'est-ce qu'ils ont fait? On voit qu'on le sait maintenant, parce qu'on ne l'a pas su au début, mais il y a 2-3 ans, même plus probablement, on n'a pas tous les éléments, les Russes ont dit, on ne veut plus travailler avec comme le dollar en monnaie de référence au niveau mondial, on veut travailler avec une monnaie russe, le rouble, appuyée sur l'or, sur l'étalon or. Et entre parenthèses, pour ceux qui s'en souviennent, c'est ce que disait le général de Gaulle en 1958, quand avec Jacques Rueff, il voulait imposer l'étalon or pour remplacer le dollar, en disant le dollar, on n'a aucun contrôle sur cette monnaie, qui est pilotée par les États-Unis, il vaut mieux baser sur quelque chose que nous pouvons, qui est tangible. Bon. À l'époque, il n'a pas réussi. Bon. Les Russes ont réussi. Les Russes ont réussi, on s'en aperçoit maintenant, mais il n'y a pas que les Russes, ils ont réussi à stocker, durant les dernières années, des quantités d'or très importantes, comme garantie de leur monnaie. Hein. Et pour ceux que ça peut amuser, il faut savoir que quand Wagner, vous savez, les mercenaires de Wagner, ce ne sont pas des mercenaires d'ailleurs, c'est une garde nationale, mais enfin bon. Quand les gens de Wagner vont dans un pays africain, ils ont 2 choses. D'abord, ils proposent au président en place ou à la présidente en place de le protéger ou de la protéger contre les manigances des Français qui chercheront à la renverser. Donc ils disent, nous on vous garantit que vous resterez en place et en contrepartie, vous allez nous donner des mines d'or à exploiter, on sera payé en mines d'or. Alors, bien sûr, si vous ne connaissez pas toute l'histoire, vous dites ces types sont des voyous, des mercenaires, ils se font payer en mine d'or. Dans la réalité, l'or qui est pris, il part à la banque de Moscou, à la banque russe à Moscou. Et on constitue comme ça des stocks d'or de plus en plus importants. Alors, quand ça a commencé à arriver, on a dit, c'est que les Russes, c'est les sanctions. Alors, c'est pas vrai, ils avaient commencé avant, et puis on a découvert que les Chinois, ils étaient dans le même cas. Et qu'eux aussi commençaient à stocker de l'or. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que donc, la monnaie de référence mondiale pour les échanges, qui était le dollar, depuis les accords de Bretton Woods, depuis 1946, le dollar est en train de s'affaiblir progressivement. Et alors, quand vous grattez plus loin, les Saoudiens dont je parlais tout à l'heure, ont décidé de déroger à une règle impérative qu'on avait signée à Bretton Woods, c'est que tous les achats et les ventes, les mouvements de matières premières énergétiques, le gaz, le pétrole et autres, devaient se faire en dollars dans le monde entier. C'était la règle. Or, les Saoudiens viennent d'accepter d'être payés en yuan chinois,
donc plus de dollars. Et vous savez très bien que les Russes ont exigé d'être payés en roubles, puisqu'on leur interdisait d'utiliser le dollar du fait de la guerre. Donc actuellement, nous avons les Russes qui se font payer en roubles, les Saoudiens qui se font payer en yuan, l'Inde qui est devenue un des grands importateurs de pétrole, puisque vous savez que tout le pétrole qu'on n'envoie pas, qu'on n'achète plus en Europe, part en Inde, dont une partie est revendue d'ailleurs chez nous. C'est encore un autre truc, plus cher bien sûr. Mais donc là aussi, l'Inde a accepté de payer en roubles. Je vous disais pour les Chinois. Bref, ce qu'il faut bien voir derrière tout ça, c'est que le dollar est en train de perdre progressivement sa position de monnaie internationale de référence. Et ça, je peux vous assurer que c'est quelque chose qui va bouleverser tous les équilibres mondiaux. À commencer par la finance. Car tout le système financier capitaliste occidental a été conçu autour du dollar et autour d'un dollar piloté par les Américains, puisque, comme vous le savez tous, du fait de Bretton Woods, le déficit américain est financé par tous les pays du monde, puisque nous sommes tous utilisateurs du dollar. Donc c'est nous tous qui finançons le déficit américain. À partir du moment où les références ne sont plus le dollar américain mais d'autres monnaies, l'Amérique progressivement va se retrouver obligée de financer toute seule son déficit. Et ça, elle ne pourra pas, à un certain niveau, vu le montant énorme de sa dette, elle ne pourra pas le financer. Donc ça veut dire que nous sommes au début, nous sommes qu'au début, mais en 2 ans, ça s'est accéléré de manière incroyable, on en parlait, les professionnels, on en parlait il y a 3-4 ans, on disait attention, il y a un risque. Mais on disait ça prendra 20 ans, ça prendra 30 ans, on a le temps. Bon. Mais là, il y a une accélération avec du fait de la guerre en Ukraine d'un côté, mais également des autres mesures au Proche-Orient en particulier. Eh bien, on voit que c'est en train de changer beaucoup plus vite que prévu et ça aura des conséquences terribles. Alors, on y reviendra parce que parmi les conséquences, évidemment, c'est que quand vous êtes le pays leader dans le monde depuis... on peut dire depuis un siècle, quand vous êtes le pays leader et que vous vous trouvez confronté à une situation comme celle-là, évidemment, vous n'avez pas envie de vivre ça et vous faites tout pour vous en sortir. Et quand vous êtes la première puissance militaire du monde, la tentation est grande de dire « je vais faire une guerre pour essayer de sauver ma peau ». C'est ça qu'il faut regarder. Alors, donc, le dollar, il y a une dédollarisation, pour prendre l'expression à la mode actuellement, mais j'essaie de vous montrer comment ça se passe vraiment. Ça, c'est une nouvelle chose. Deuxième élément, la puissance, je dirais, économique. Quand vous regardez le développement, le fameux PIB, là, le produit intérieur brut de tous les pays, vous apercevez, vous le savez, vous apercevez qu'aujourd'hui, les pays asiatiques, c'est-à-dire l'Inde, la Chine, la Corée, le Japon, l'Indonésie, pour prendre les plus grands, représentent 51% du PIB mondial. C'est-à-dire que l'Asie, aujourd'hui, est la plus grande zone économique du monde et de loin. À titre d'information, l'Europe c'est 22%, et les États-Unis c'est 26-27%. Donc, on voit, là aussi, on voit le problème qui se pose aujourd'hui, c'est-à-dire que actuellement, l'Asie est en train d'émerger comme la puissance économique, le groupe économique le plus important. Et alors, bien sûr, vous allez me dire, oui, mais nous avons des accords, il y a des pays qui sont proches de nous, des pays... Mais dans ce qui s'est passé, il y a un phénomène qu'on n'a pas regardé, parce qu'en France, on ne regarde pas souvent ces choses-là, on n'aime pas. Il y a de ça maintenant 2 ans, ça a été les Chinois qui ont réussi à faire signer par 14 pays de la zone, dont le Japon, dont la Corée et dont l'Australie, qui ont fait signer un accord de libre-échange, une espèce de marché commun asiatique, qui est évidemment le plus puissant
et qui est largement au-dessus, puisque lui, il est à plus de 30% du PIB mondial à lui tout seul, c'est-à-dire beaucoup plus puissant que toutes les autres alliances économiques qu'il peut y avoir dans le monde. La Chine est au cœur, mais il n'y a pas que la Chine. Et qu'est-ce qui va se passer? Si vous êtes dans cette zone-là, membre de cet accord, c'est un peu comme en Europe, vous bénéficiez de taux préférentiels dans les échanges, de diminution de taxes, et ainsi de suite. Donc, il est en train, non seulement l'Asie est en train de monter très vite au niveau puissance économique, mais en plus, ils passent des accords entre eux qui renforcent encore leur puissance. Donc, sur le plan économique, il est clair que les Occidentaux, nous sommes en train de perdre la partie. Et c'est très inquiétant parce que on ne voit pas comment ça pourrait évoluer, si vous voulez. Il n'y a pas d'espoir de développement sur l'Europe ou sur l'Amérique du Nord qui nous permet d'imaginer que ça pourrait changer. Alors, il reste les pôles et les pays dont je vous parlais tout à l'heure, les BRICS. Là encore, nous sommes les pays développés, et quand je vois les écologistes, certains écologistes, nous dire que on a créé un monde épouvantable et qu'il faut donc arrêter de progresser partout pour sauver la planète, et vous comprendrez que si c'est compréhensible, discutable mais compréhensible au niveau des pays européens, que peuvent penser des pays en développement qui ont été exploités par nous pendant très longtemps, qui ont les moyens maintenant de conquérir, d'avoir un niveau de vie et et des conditions de vie acceptables, que peuvent-ils penser quand on leur dit « Attendez, nous on est monté très haut et comme on a fait des bêtises, maintenant il faut que tout le monde s'arrête et vous qui êtes bas, vous ne pouvez pas grimper parce qu'il faut que vous arrêtiez aussi. » C'est quoi ça? C'est pas le pire des colonialismes? Oui. En réalité, nos écologistes sont des colonialistes comme on a rarement connus. Et c'est très frappant. Moi, je travaille pas mal avec l'Afrique. J'étais à un séminaire récemment sur la position de l'homme africain au XXIe siècle, où tous les Africains, les représentants des différents pays, ont tous dit la même chose. On dit, mais attendez, mais votre écologie, c'est fait pour vous. Vous n'allez pas nous imposer un nouveau système qui veut nous bloquer comme des barrières douanières en nous empêchant de nous développer. De quel droit? De quel droit vous allez nous demander, nous arrêter notre croissance alors qu'on en a désespérément besoin par rapport à vous, qu'on a des problèmes d'emploi, de pauvreté, de maladie, on a tout. Donc, les BRICS réagissent. Et alors, mais les BRICS, je vous disais au début, les BRICS c'était 5 pays, certes, en grand développement. La Chine, l'Inde, c'est le pays... Alors on vous dit, la Chine sera la première puissance du monde dans les années 2040. Du moins, c'est ce que disent les Chinois. Les Indiens vous disent, ouais, mais nous, on sera la seconde puissance mondiale dans les années 2050. Et puis, vous voyez que le FMI dit, ouais, c'est vrai, dans les deux cas, c'est vrai. Ah. Puissance économique, je parle. Très bien. Alors, vous regardez, vous dites, et vous apercevez que les Américains vont être 3e d'après les prévisions qui sont faites par des organismes internationaux pilotés par les Américains. Donc, si vous voulez, c'est pas de la manipulation d'informations, ça ils le disent. Donc on voit tout de suite que le problème pour les Américains, c'est de dire comment je peux m'en sortir et continuer à être leader alors que je perds pied au niveau de ma taille et de ma capacité. Et les BRICS, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, nous, on était 5. Mais il y en a plein autour qui se développent, qui ont les mêmes problèmes que nous, avec un décalage, mais les mêmes problèmes que nous. Donc il faut qu'on s'entraide. Et on assiste donc à une évolution du monde où l'on voit un certain nombre de pays en développement demander de rentrer dans les BRICS. Et donc, les BRICS vont se réunir au mois de novembre, si vous voulez, et on s'attend à ce qu'il y ait une multiplication du nombre de pays rentrant dans les BRICS. Et alors là, on va y voir qu'est-ce qui va se passer. D'abord, pour donner quelques pays, alors, il y en a une dizaine qui sont candidats, mais vous avez un pays qui peut nous intéresser, c'est l'Algérie. L'Algérie est candidate pour entrer dans les BRICS. L'Argentine, candidate pour entrer dans les BRICS. L'Arabie Saoudite, candidate pour entrer dans les BRICS. L'Iran, maintenant que la Chine a fait faire la paix entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Pareil.
Donc, vous avez toute une série de puissances qui ne sont pas moyennes, qui sont déjà des puissances importantes, qui sont en train de basculer. Et alors, et c'est là où on peut se poser des questions, quand on voit le G7, donc là c'est les nôtres, qui à la dernière réunion qu'ils ont eue il y a moins d'un mois, disent au reste du monde, attention, on vous surveille, il faut que vous respectiez ce qu'on vous dit de faire, en particulier les fameuses sanctions. Et que vous répondent tous ces pays-là, jamais nous n'appliquerons les sanctions. Parce que les sanctions, c'est un problème d'occidental. Comme me disait une amie qui est une sud-africaine célèbre, parce que c'était l'avocate de Mandela, oui, je sais aussi qui c'est, qui était présidente de la Commission des droits de l'homme à l'ONU. Elle me disait, il y a quelque temps, elle me disait, tu sais, ce qu'il y a de bien dans votre histoire d'Afrique, d'Ukraine, c'est que d'habitude, les guerres, c'est nous qui vous les faites chez nous. Et c'est nous qui sommes pénalisés. Et là, c'est une guerre de blancs, entre des blancs, et vous vous massacrez entre vous. Formidable, nous on compte les points. Eh bien, ça laisse rêveur. Parce que quand vous voyez qu'à côté, ils vous disent on n'applique pas les sanctions, et que vous voyez aussi qu'ils ne sont pas du tout d'accord avec l'interprétation qu'on donne, vous devez vous poser des questions en disant mais est-ce qu'on n'est pas en train de perdre pied par rapport au reste du monde? Et on revient à ce que je vous disais au début, c'est en définitive, ce sont nos valeurs qui sont en train de s'effondrer au profit d'autres valeurs, d'autres visions du monde, d'autres systèmes de pensée que le nôtre. Et ça, c'est fondamental. Comme on l'évoquait, quand vous voyez, quand on nous dit, par exemple, on parle de démocratie, l'Europe a inventé la démocratie à l'européenne, il faut bien le dire, Mais est-ce que la démocratie européenne est viable dans le reste du monde? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. On a voulu l'imposer en Afrique, c'est un échec. On a voulu l'imposer en Amérique du Sud, c'est un échec. On a voulu l'imposer en Asie, c'est un échec. Et on voit par contre, dans toutes ces zones du monde, des gens qui vous disent « Mais nous, on est dans une démocratie. » Évidemment, ce n'est pas la même que la nôtre. Et c'est ça la question. En définitive, il va falloir se poser la question, est-ce qu'on veut continuer à défendre, alors au niveau national c'est autre chose, mais on a défendre au niveau mondial une vision de la démocratie qui est spécifiquement européenne, parce que les Américains ne l'appliquent pas non plus, soyons raisonnables, ou alors est-ce qu'on est prêt à accepter qu'il y a d'autres systèmes politiques qui peuvent fonctionner et qui fonctionnent très bien, qui sont adaptés. Pourquoi ? Parce que dans chaque zone du monde, le système politique dépend de la population, du social, de la culture, de l'histoire, de beaucoup de choses. De la religion. Et que quand on veut nous plaquer un système qui a à peu près réussi chez nous, on ne peut pas dire ailleurs que ça marchera. Et la preuve, c'est que ça ne marche pas. Alors, vous voyez, donc quand on disait l'évolution du monde, le changement des paramètres, fantasme, réalité, en réalité, ce qu'on peut dire, c'est que le fantasme, c'est ceux qui croient encore que ça va continuer comme c'était jusqu'à maintenant. Ce qui est terrible, c'est le déni de reconnaissance d'une réalité qui nous rattrape progressivement, dans laquelle il va falloir qu'on comprenne que nous sommes un pays, parmi d'autres, en Europe, qui a ses spécificités, qui a ses qualités, il ne s'agit pas de remettre en cause tout, loin de là, mais qui n'est pas tout puissant et qui doit reconnaître que d'autres puissances dans le monde sont au moins égales à eux. Regardez la France. La France, elle est passée, on était 4e puissance mondiale, puis 5e, 6e, 7e, l'Inde nous est passée devant. Là, on continue à descendre, on continue à descendre. On va être, et on sait, là encore, avec les prévisions du FMI, on sait qu'en 2045 à peu près, nous sommes plus dans les 10 premières puissances mondiales. L'Indonésie nous remplace, il y en a d'autres qui arrivent, qui nous remplacent. Brésil, tout ça, ça nous remplace. Donc, il faut quand même en tirer les leçons. Est-ce qu'on peut sérieusement prétendre de vouloir imposer au monde une vision extraordinaire qui est celle de la conception française de tout? Est-ce qu'on peut croire qu'on peut continuer à la maintenir, qu'on est une puissance de médiane?
Et quand je dis ça, ça ne fait pas plaisir. Je peux vous dire tout de suite que personnellement, c'est pas du tout, je ne suis pas enthousiaste à l'idée que nous perdons pied. Bien au contraire. Je suis même profondément attristé. Mais il faut regarder les choses en face. Vous voyez? Et alors, il y a de temps en temps des coups sur la tête que nous nous prenons parce qu'on découvre que des gens qu'on prenait souvent, ou soit pour un peu pour des abrutis, des retardés et autres, ils se débrouillent pas mal. Regardez, le Moyen-Orient, géré par les Occidentaux, a été un foyer de conflit permanent depuis 30 ans. Tout le monde, regardez toutes les guerres qu'il y a eu dans le coin. Entre eux, avec d'autres, mais partout. Bon. Les Chinois arrivent, voient les Saoudiens et les Iraniens et arrivent à faire la paix entre ces deux pays. Alors, nous, Occidentaux, on dit c'est incroyable, pas possible, alors que nous, on a mis des sanctions pour tuer l'Iran. Comment peut-on créer un... Ouais, parce qu'il est évident, vous comprenez bien qu'à partir du moment où l'Arabie Saoudite et l'Iran ont signé un accord, nos sanctions, elles ne valent plus rien. Donc les menaces occidentales sur l'Iran, elles n'existent plus. Alors vous allez me dire, oui, alors et la bombe? Nous sommes des criminels, on va laisser les Iraniens avoir la bombe. Ah ouais? Et qui a la bombe actuellement autour? Israël là sans autorisation, le Pakistan là sans autorisation, l'Inde là sans autorisation. Hein? Les Turcs, alors ils ont la bombe américaine, mais ils l'ont chez eux quand même. Hein? Et les Saoudiens, ils voulaient l'avoir, et d'après ce que je sais, ils négocient avec les Iraniens pour l'avoir en même temps. Et donc comme ça, il n'y aura plus de problème. Pourquoi? Parce que la bombe atomique, sur le plan de la conception iranienne, et saoudienne aussi, c'est pas pour attaquer. C'est la version française de la dissuasion. Donc si on a tous les deux la bombe, on ne s'enverra pas des bombes sur la figure, on n'est pas fou. Vous voyez? Alors donc tout ça est en train de bouleverser toutes les cartes. Et vous voyez, et pour vous donner un autre exemple, on perd pied, si vous voulez. Quand vous regardez l'Algérie, par exemple, l'Algérie, et Dieu sait si l'équipe actuelle a essayé de faire le joli cœur auprès des Algériens. Et regardez ce qui se passe. Bon, il n'y a plus de gaz qui arrive de Russie. Très bien. Bon, nous on dit, on a un problème, même si on en a moins besoin que d'autres, puisque nous on a le nucléaire. Mais on a un problème. Bon, je ne sais pas si vous avez remarqué, qui a été en Algérie pour signer les contrats sur le gaz? C'est Madame Meloni, c'est l'italienne. Boum, elle a réussi son coup, elle a piqué tout le gaz restant. Et quand on a envoyé Madame Borne avec toute son équipe, il n'y avait plus rien. L'autre, elle avait tout pris. Entre parenthèses, elle a fait le même coup en Tunisie sur l'immigration. Je ne sais pas si vous avez suivi ça, il y a 15 jours. Très intéressant. Elle a été voir le président tunisien. Et elle a dit, voilà, moi je ne veux pas d'une immigration venant de Tunisie. Ça, on le comprend, tout le monde le sait. Elle a dit, mais en contrepartie, moi je vais vous aider. Je vais vous envoyer des énergies, de l'électricité, des moyens. On va mettre un pipe entre l'Italie et chez vous. Et elle lui a fait des propositions comme l'autre, on ne peut pas refuser. Résultat, c'est maintenant le meilleur ami de la Tunisie, c'est l'Italie. Et j'espère que les bateaux, vous me direz, heureusement, la Tunisie est plus proche de l'Italie que de la France, parce que sinon, on pourrait avoir des surprises au niveau de l'immigration. Parce que les pêcheurs tunisiens qui emmenaient les gens de l'autre côté, s'ils savent que là on leur dit il ne faut pas y aller, sinon tu vas te faire tirer dessus, ils iront ailleurs, il ne faut pas se leurrer. Donc vous voyez, il y a des gens malins qui savent tirer parti des situations parce qu'ils regardent la réalité en face, et puis il y en a d'autres par contre qui ne le veulent pas parce que eux, ils se sentent, ils savent plus très bien où ils en sont. Hein? Alors, je vais vous parler de tout ça, hein, mais je voudrais encore compléter la chose, si vous voulez. C'est le problème militaire. Ah, il y a quelque chose, non? Ça va? Il y a le problème militaire. On a parlé du problème économique, on a parlé du problème politique, on a parlé du problème des énergies, pour vous montrer dans chaque domaine, ça bouge et pas forcément dans le bon sens. Hein. Mais il y a un domaine où là, par contre, qui est très différent des autres, c'est le problème militaire. Pourquoi?
Parce que là aussi, il faut dire, alors, là, les États-Unis, ils ont fait, on peut dire que les États-Unis ont construit leur puissance internationale sur le militaire. Hein, il faut dire la vérité. Hein. Je ne sais pas si vous savez que depuis la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis ont fait directement ou indirectement 50 guerres à d'autres pays. C'est un record absolu. C'est-à-dire pratiquement tout le temps, ils déclenchent des guerres. Alors, plus ou moins grandes, plus ou moins petites, plus ou moins... Pourquoi ? Parce que l'Amérique, ça c'est la condition, c'est la création de l'Amérique. L'Amérique a besoin d'un ennemi. Puisqu'il est le représentant de Dieu, je vous rappelle quand même que le président américain jure sur la Bible, hein, et pour eux, ils sont messianiques, hein, pour eux, le principe c'est Dieu est forcément avec nous parce qu'on est les meilleurs. Le problème, c'est qu'à partir du moment où vous dites « moi je suis l'empire du bien », ben forcément en face, il vous faut un empire du mal. Si vous avez vu Star Wars, qui est une bonne synthèse de ce que je vous explique, hein, eh ben, il y a le blanc, il y a le noir. Il n'y a pas de secret. Hein. Il y a le combattant, Darth Vador, et puis il y a l'autre, je ne sais même plus comment il s'appelle, enfin peu importe. Bon, cette notion, si vous voulez, de nécessité d'un adversaire fait que l'Amérique se crée toujours un adversaire. Et il focalise sur cet adversaire. Et il y a pour ça de multiples raisons. D'abord, ça mobilise la nation sur un objectif. Ça fait marcher le complexe militaro-industriel, qui est très important aux États-Unis, parce que ça rapporte beaucoup d'argent, l'armée et le militaire. Hein. Et puis en plus, ça permet d'imposer sa force. Hein, quand vous avez... Alors, il est certain qu'aujourd'hui, quand on compare et qu'on dit « oh oui, mais tel pays est guerrier ou autre », il faut raison garder. Là encore, il faut regarder les faits, il faut regarder les montants. Hein. Le budget militaire américain aujourd'hui est de 770 milliards de dollars l'année dernière. Bon. Le deuxième, c'est le chinois, il est à 215 milliards de dollars. C'est-à-dire qu'il y a quand même une différence. Il y a plus de 3 fois moins du côté des Chinois que des Américains. C'est pour ça que quand vous entendez les Américains qui disent « les Chinois sont en train de s'armer à toute vitesse, c'est terrible et tout », oh Coco, et toi, qu'est-ce que tu fais ? Hein ? Derrière ces deux, on reviendra sur la différence entre, si vous voulez, entre les Chinois et les Américains. Derrière ces deux-là, le troisième, il fait moins de 100 milliards. Vous voyez ? Et qui sait ? Eh bien, jusqu'en 2021, c'était l'Arabie Saoudite. Vous voyez ? Et le quatrième, c'était, alors là, il y a deux chiffres, c'était la Russie, où on oscille entre, certains disent qu'ils avaient 65 milliards de dollars, et les autres 80 milliards de dollars. Bon, sérieusement, ça fait 10 fois moins que le budget des Américains. Vous croyez sérieusement que dans une guerre, quelqu'un qui a 10 fois moins que l'autre peut gagner ? À part dans la Bible avec David, d'accord. Mais vous croyez sérieusement ? C'est impossible. Impossible. Et c'est là où on voit la réalité. La réalité, c'est que quand on nous fait croire beaucoup de choses, mais dans la réalité, il y a des rapports de force qui sont des réalités et qu'on ne peut pas nier. Hein ? La France, on a 45 milliards. Bon. C'est pas avec 45 milliards qu'on va menacer quiconque. On peut avoir une armée de projection, ce qu'on avait. On peut essayer d'avoir un début d'armée de combat à haute intensité, auquel on pense, mais en aucun cas on a la capacité de faire vraiment la guerre par rapport à ces monstres. On n'existe pas. Vous voyez ? Donc là aussi, en ce qui concerne le militaire, quand on voit les rapports de force, on comprend très bien que pour les Américains, c'est un des derniers éléments. Alors après, il y a les problèmes d'électronique, mais c'est un dernier domaine dans lequel, oui, ils vont continuer, et pendant longtemps, à faire la course en tête. Alors la question c'est, étant entendu qu'ils font la course en tête au niveau des armements et qu'ils vont continuer, parce qu'il y a le complexe militaro-industriel et pour toutes les raisons que je vous ai dites.
Qu'est-ce qu'ils peuvent faire est-ce que ça peut contribuer à leur permettre de maintenir leur position de leader? Et la réponse est oui, par la peur ou par la guerre. Et là, vous rentrez dans des problèmes comme celui de Taïwan. Taïwan, il ne faut pas oublier, Taïwan, au départ, quand Chiang Kai-shek, le maréchal Chiang Kai-shek a été battu par Mao en 48-49, il a dû abandonner la Grande Chine parce que son armée était en déroute. Il s'est replié sur l'île de Taïwan qui venait d'être donnée à la Chine en remerciement de sa collaboration dans la Deuxième Guerre mondiale avec les Américains contre les Japonais. Taïwan était une île japonaise dénommée Formose, et l'ONU a décidé de donner Taïwan à la Chine. Et quand ils l'ont donné, quand Chiang Kai-shek tout de suite a dit bonne affaire, moi je ne veux pas rester à me faire massacrer sur le territoire national, je vais aller dans l'île qui est en face, mais il a tout de suite, si vous relisez à l'époque, dès qu'il a pris le contrôle de l'île en massacrant les populations, ça il faut le savoir, quand il a pris le contrôle de l'île, il a dit à tout le monde, à l'ONU et partout, il a dit attention, Taïwan fait partie de la Chine, parce que moi, Chiang Kai-shek, je veux revenir en Chine pour battre Mao. Lui, il n'avait pas oublié, il avait été battu, mais il voulait se refaire une santé et repartir à la guerre contre Mao. C'est d'ailleurs amusant parce que toute la doctrine maritime, ou marine, je dirais, de la puissance chinoise populaire, de la marine de Mao, de 1949 à 1965, ça a été comment nous défendre d'une invasion venant de Taïwan. C'est paradoxal quand on voit ce qu'il dit maintenant. Parce que c'était à l'époque, c'était ça la grande peur, c'était que Chiang Kai-shek reparte. Et puis Chiang Kai-shek, il est mort. Il y a aujourd'hui deux partis. Un parti qui est donc Chiang Kai-shek, toujours pareil, qui est en réalité un parti, on peut qualifier, il est radical socialiste, on dirait chez nous, et c'est un parti qui est pour l'autonomie dans le cadre de la Chine, mais pas l'indépendance. Et de l'autre côté, on a un parti pro-occidental avec la présidente actuelle, qui elle est pour l'indépendance de Taïwan. Seulement, c'est là aussi on n'en parle pas, c'est que le problème qu'il y a actuellement à Taïwan, c'est qu'il y a eu des élections, je ne sais pas si vous avez sûrement pas suivi ça, mais il y a un an, il y a eu des élections municipales à Taïwan, et le Kuomintang a gagné toutes les villes, sauf une. Toutes les villes dont la capitale sont tombées entre les mains du Kuomintang, qui est pour l'autonomie et pas pour l'indépendance. Donc l'année prochaine, quand il va y avoir l'élection présidentielle, sauf si on trafique les élections, et là-bas c'est pas facile, on peut penser que c'est le Kuomintang qui va reprendre le pouvoir, comme il l'a déjà eu dans le passé. Et vous allez voir que par miracle, les problèmes vont se calmer avec les Chinois. Parce qu'ils s'entendent. C'est ça qui est terrible. Donc, oui, je vous dis ça pour vous montrer aussi comment on nous raconte beaucoup d'histoires en définitive. Alors, je disais quand même, il y a toujours le risque de guerre, c'est comme ça que j'étais parti là-dessus. Mais pour votre information, sachez qu'en ce qui concerne Taïwan, un des problèmes aujourd'hui, c'est que les Américains ne peuvent pas attaquer Taïwan. Pourquoi ? Parce qu'à Taïwan, il y a 2 usines qui fabriquent les microprocesseurs dont tout le monde a besoin pour les missiles, pour tout le matériel de guerre. Donc si ces usines étaient arrêtées du fait de la guerre, il n'y a plus de munitions ou de missiles du côté américain. Et ailleurs aussi. Donc c'est pas supportable. Donc le président Trump, à l'époque, malin, quand il a vu ça, a dit on va obliger les Taïwanais à construire des usines aux États-Unis. Et actuellement, ils sont en train de commencer la construction de 2 usines aux États-Unis de microprocesseurs qui devraient être terminées en 2025-2026. Alors là, oui, à partir du moment où les usines de microprocesseurs fonctionneront et qu'on n'aura plus besoin de celles de Taïwan, là, peut-être qu'il peut y avoir un risque d'explosion entre les Chinois et les Taïwanais. Et les Chinois, pardon, les Américains. Mais comme je viens de vous dire qu'entre-temps, il y aura aussi l'élection présidentielle, a priori, le risque de guerre sur Taïwan est beaucoup plus un effet, une histoire médiatique qu'une réalité. Vous voyez, là, on regarde dans les rapports de force avec tout ce qui se passe derrière. Je reviens aux militaires.
L'Amérique est la puissance numéro 1 dans le monde, c'est sûr, il n'y a pas de problème là-dessus, et va continuer à l'être. Alors par contre, là je reviens au problème de l'Ukraine, nous sommes en train de découvrir un certain nombre de réalités militaires, et qui ne sont pas forcément de bonnes nouvelles pour nous tous. Pourquoi ? Parce que les Français, pour prendre les Français, nous on a fait la guerre de projection, vous savez, c'est-à-dire que dans les colonies, on envoyait nos troupes d'intervention qui faisaient leur boulot très très bien, réglaient le problème et repartaient. Donc c'était des actions aller-retour, je dirais, un commando. Bon. Et ça on sait bien faire. Les Américains ont livré, mais c'était toujours des guerres contre des gens faibles. Si vous regardez les gars du GIA, les djihadistes dans le Sahel, certes ce sont des combattants, tout ce que vous voulez, ils ont tué des Français, il n'y a pas de doute, c'est bien triste, mais sur le fond, ils n'étaient pas là en train de circuler avec des chars, des avions de chasse et autres. C'était quand même, c'est plutôt le fusil de chasse. Donc c'est pas du tout le même type de guerre. Ils sont en moto, actuellement en tout cas, les djihadistes, ils sont 2 par moto, ils ont le fusil de chasse et ils tirent au passage, ils balancent quelques grenades. C'est une forme de guerre un peu particulière. Les Américains, en Afghanistan, en Irak, et même en Irak pendant la guerre, les guerres qu'ils ont menées contre Saddam Hussein, il ne faut pas rêver, l'ennemi n'a pas tenu longtemps. Si vous vous souvenez, jamais. Pourquoi ? Parce qu'ils arrivaient avec une débauche de moyens par rapport à un ennemi qui était beaucoup plus faible. Et là, ça ne pardonne pas. Alors, quand on se retrouve avec un ennemi qui est capable de faire une guerre à haute intensité, ce qui se passe actuellement en Ukraine, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on s'aperçoit que nous, on ne sait plus la faire. Si vous regardez, il ne faut quand même pas oublier, en Ukraine, nous conseillons, enfin les Occidentaux, on fournit du matériel et on conseille les Ukrainiens. On les entraîne même, on a entraîné des unités ukrainiennes en quantité pour les préparer à faire la guerre avec nos matériels. Or, qu'est-ce qui se passe si vous regardez les dernières nouvelles du front ? On n'avance pas. C'est-à-dire que les gens se font massacrer sur place. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous ne savons plus faire une guerre à haute intensité. Et ça pose un énorme problème, parce que si on a des moyens énormes et que malgré ça on n'arrive pas à gagner, comment voulez-vous qu'on s'impose ? Parce qu'avant, les Américains, quand ils allaient quelque part, ils mettaient tel moyen que c'était fini. Là, ça devient beaucoup plus compliqué. Donc, on est dans un... C'est pour ça, dans tous les domaines d'activité, c'est un peu moi ce que je voulais vous montrer ce soir, puis je vais répondre à toutes vos questions, mais dans tous les domaines d'activité, on s'aperçoit que nous sommes en train de vivre autre chose. Encore un exemple, les médicaments. C'est fascinant. Les médicaments, ils sont faits où ? En Inde et en Chine. Chez nous, il n'y en a plus. Et je vous vois, regardez, par les Français, on était, avec l'Institut Pasteur, on était considérés jusqu'aux années 90 comme les meilleurs au monde au niveau des vaccins. Bon, vous savez que pour le Covid, on n'a pas été fichu de sortir un vaccin. Mais si vous regardez ça, vous dites, on n'a pas sorti un vaccin, donc on n'est pas bon. Mais comment ça se fait que tous les patrons des grands laboratoires pharmaceutiques qui ont sorti des vaccins, ce sont des Français ? Et là, vous vous dites, c'est que le problème, c'est qu'en plus, on ne sait pas retenir chez nous les bons. Ça commence à devenir beaucoup plus compliqué. Vous voyez ? Donc, il faut se poser... Donc, on est dans une situation très compliquée. Tous, tous les Européens, les Américains. On est dans une situation très compliquée et il va falloir, c'est ça le véritable enjeu des toutes prochaines années, il va falloir voir si nous sommes capables de nous remettre réellement en cause. Si nous sommes capables de regarder en face la réalité et essayer de reconstruire un système qui soit adapté à cette nouvelle réalité. Et c'est tout l'enjeu actuellement des politiques, dans tous les grands pays d'ailleurs, avec ces mutations très importantes qui sont en train de se faire aujourd'hui. Alors, sur le plan militaire, vous avez vu que la plus grande armée dans l'OTAN européenne, limite, c'est l'armée turque.
Bon, après on disait il y a nous on est les meilleurs, mais les Polonais maintenant ils vont avoir plus de matériel et d'armes que nous, donc l'armée polonaise va être supérieure à l'armée française. Les Allemands annoncent qu'ils veulent aussi, encore que là il y a des difficultés, mais ils annoncent aussi qu'en définitive, la force française qui était l'armée, une de nos grandes forces, puisqu'on n'a plus d'industrie, c'était l'armée est en train de se faire manger par d'autres qui sont en train d'évoluer très vite pour se positionner devant nous. Donc, c'est tous ces problèmes-là, il va falloir les mettre sur la table et se dire qu'est-ce qu'on fait. Et je crois que c'est un enjeu fascinant. Il ne faut pas dire que tout est foutu, c'est pas vrai. Il faut simplement changer de règles, s'adapter à autre chose, et on peut parfaitement redémarrer. Si les pays du tiers-monde sont capables de faire des percées impressionnantes actuellement, il n'y a pas de raison que nous, qui sommes un vieux pays avec des gens de valeur, on ne soit pas capables de le faire. Seulement, il faut avoir le courage de reconnaître qu'il y a des choses qui ne marchent plus, et puis que dans d'autres, il va falloir qu'on trouve des solutions différentes de celles qu'on pratique aujourd'hui. Voilà, donc si vous voulez... Alors oui, j'en avais dit en 3 quarts d'heure, voilà. Donc je voulais vous faire un petit tableau, j'espère que je vous ai fait un tableau. Alors, ne croyez pas, c'est pour ça que j'insiste là-dessus à la fin, moi je ne suis pas un pessimiste, je suis un optimiste de nature, mais je dis simplement, il est temps qu'on se réveille. Voilà, si on fait une analyse très froide de la situation, et malheureusement, moi, je fais partie de ceux qui déjà travaillant sur ces problèmes-là il y a 2 ans, avant la guerre en Ukraine. On disait déjà attention, il y a plein de signaux. Alors là, c'est vrai que cette affaire d'Ukraine a accéléré tous ces processus d'une manière absolument incroyable, et que c'est vrai que actuellement nos concurrents sont en train d'aller à marche forcée, et pendant que nous sommes immobiles, eux bougent très vite. Ça va poser des problèmes. Alors voilà, je suis prêt à répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup. Le débat est ouvert. Alain et oui. David après. En vous écoutant, je pensais à 2 choses. La première, c'est que la débauche de moyens sur le plan militaire n'est pas l'assurance de la victoire. Parce que en vous écoutant, je pensais au Vietnam et à la façon piteuse. Bien plus piteux que nous, enfin, il y a les Viet Minh Phu à côté, ça va être l'allure. Ah, c'est le panache, c'est la force. Oui, c'est un panache qui coûte cher en lui-même. Mais enfin, les Américains sont partis de façon piteuse. Et la deuxième chose à laquelle je pensais, je pensais à De Gaulle, évidemment, l'époque n'est plus la même, mais la fin de ce monde bipolaire, enfin maintenant qui n'est plus vraiment bipolaire, parce que c'est surtout les États-Unis qui ont... Est-ce que la France n'y a pas intérêt, à condition, effectivement, c'est ce que vous disiez à la fin, c'est-à-dire qu'elle fasse les bons choix et qu'elle trouve en elle-même la force d'un sursaut? Là, on peut avoir des doutes, effectivement, quand on constate la politique intérieure. Oui. Mais sinon, cette objection mise à part, est-ce que finalement la France n'a pas intérêt à trouver son jeu dans cette remise en cause de l'ordre précédent? Oui, mais vous avez raison, la France doit s'en mettre en cause et essayer de trouver des solutions. Regardez, moi je vous parlais de l'Amérique en essayant d'analyser, en disant ils prennent des coups sur la tête. Mais d'un autre côté, l'Amérique, elle réagit. Dans le spatial, les Français, enfin les Européens, on était les rois avec Ariane. Après, je me souviens quand Elon Musk a dit « je vais envoyer une fusée avec un premier étage qui revient à Terre », je me souviens les ingénieurs à Toulouse, morts de rire, disant « il n'y a que les Américains pour inventer des stupidités pareilles, ils n'y arriveront jamais ». Ouais. Regardez 10 ans après ce qu'il y a, c'est nous qui sommes morts. Parce qu'Ariane, elle est morte. C'est fini. Le record de lancement l'année dernière, c'est pas Elon Musk, c'est les Chinois. La fusée Longue Marche. Et derrière, c'est Elon Musk avec sa fusée SpaceX. Donc, et là, on voit, on dit, on a perdu. Mais la force seulement des Américains, c'est qu'ils sont capables, même quand ça va mal, de trouver des domaines dans lesquels ils vont faire un malheur. Regardez sur le numérique, regardez, ils savent capitaliser sur un certain nombre de choses et investir tout ce qu'il faut pour ça. Le problème que nous avons, nous, c'est que nous, on est dans un système
Et je ne critique pas l'Europe en tant que telle, mais il y a un système dans lequel on ne peut pas faire ça. Parce que si un État, si la France par exemple, dit « je vais subventionner la recherche dans le domaine du numérique », Bruxelles va arriver en disant « vous n'avez pas le droit », distorsion de concurrence au niveau européen. Et on est mort. Ou alors on dit on va fusionner 2 sociétés pour avoir une taille internationale. Ah non, surtout pas au nom de la concurrence, vous n'avez pas le droit. Donc il y a aujourd'hui, nous-mêmes, on se tire des balles dans le pied tous les jours, si vous voulez. Alors après, il ne faut pas s'étonner si ça ne marche pas. Quand les Américains ont compris ce qui se passait avec... quand Biden a mis en place l'IRA pour essayer de freiner, justement, parce qu'il voyait bien qu'il y avait des difficultés économiques, il a carrément mis une loi protectionniste. Bon, les Européens, ils ont tous protesté en disant c'est scandaleux, mais qu'est-ce qu'on a fait? Rien. Et l'autre, il se frotte les mains parce que les usines allemandes, heureusement chez nous, c'est pas, mais on n'a plus d'usines. Mais les Allemands, eux, ils sont en train de se déplacer, ils annoncent, Volkswagen et autres, qui vont s'installer aux États-Unis. Parce que c'est moins cher, il y a des aides et tout. Et que sont des gens des affaires, le monde des affaires, il est international à ce niveau-là. Ils disent on va aller aux États-Unis. Donc c'est très grave. Parce que ça prouve qu'on est en train de se tuer tout seul, si vous voulez. Mais les Américains, ils ont cette capacité de s'en remettre en cause tout le temps. Ils prennent un coup d'un côté, ils essaient d'aller de l'autre. Et alors que nous, on a tendance à ne pas bouger. Si vous voulez. Nous, on privilégie l'immobilisme, et ça, c'est très mauvais pour la suite. Donc, il faut effectivement qu'on se remette en cause. David? Oui, alors moi, depuis que je suis petit, en fait, on a vécu des États assez mutants, on va dire. En gamin, je me souviens, mon frère m'expliquait, on était la 3e puissance du monde, fantastique, etc. Et que l'Afrique était derrière nous. C'est fini, l'Afrique, c'est fini. Ça, on est jeté de partout, ça, soyez tranquille. Il y avait un petit problème, c'est qu'en face, il y avait des Russes qui avaient des bombes atomiques, donc il fallait faire attention le soir en Saint-Laurent, mais qu'à part ça, tout allait bien, et que voilà. Et puis, on a vu ce monde-là s'effacer, tomber, la superpuissance américaine dominer très rapidement, et partir dans une forme de folie qu'on a tous un peu vue de l'Occident, qui mêlait, on va dire, un délire sur les mœurs et l'idée de vouloir changer les mœurs du monde et les siennes, de questions minoritaires à des questions qui sont devenues centrales et autres, et en même temps de prise de, comment dirais-je, de pouvoir sur les pays, tous azimuts, bombardés ici, bombardés là, et finir par perdre toute crédibilité. Et là, on arrive dans une situation où, si on suit bien la donne, donc effectivement l'Afrique c'est foutu, il nous tourne le dos, l'Europe est cassée avec cette histoire de Russie, on se retrouve devant une nouvelle Corée, et on en prend pour 50 ans d'un nouveau mur de Berlin, bien épais visiblement, parce que les gens butent dessus. Les BRICS émergent, ce qui est un peu le retour des non-alignés, qui crée un nouveau monde, en fait, qui de fait est la première puissance au niveau des matières premières, première puissance au niveau des populations, première puissance de production, etc. Qu'est-ce qui reste exactement à la France? Et j'ajouterai un scénario un peu plus pessimiste que le vôtre, c'est que moi quand j'étais petit, on me disait tu vas voir, tout est sous contrôle, les l'ours est un peu menacé, mais tu vas voir, il va s'en tirer, les éléphants, on va les protéger, puis ça va revenir. Et là on est désolé, on est finalement sur un scénario à plus 5-6 degrés, la mer va monter, la moitié de la France va être engloutie, je suis moins optimiste que vous, et très rapidement, l'écologie va poser un problème de survie, c'est-à-dire pas seulement un problème de technique, mais va être une vraie question de on n'aura plus d'eau, plus de... Et voilà, quid de la France dans cette aventure-là? Est-ce qu'effectivement on n'aurait pas l'intérêt à être un petit peu une puissance mondiale qui joue sur tous les tableaux? Je ne trouvais pas idiot ce que disait Mélenchon d'adhérer au Mercosur, dire bon, on est aussi un pays d'Amérique latine, on est aussi un pays d'Afrique, est-ce qu'on ne pourrait pas inventer un jeu beaucoup plus souple, qu'être dans cette alliance occidentale, et finalement être un petit peu une sorte de puissance intellectuelle et diplomatique du monde qui entretiendrait des bonnes relations un peu partout et qui aurait un rôle agile, si le terme n'est pas un peu pollué par l'anachronisme, mais un peu vif et malin, tout en ayant des valeurs. Comment vous voyez, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui reste comme carte intéressante, sachant que les scénarios catastrophes en général se réalisent plus que les autres? Alors, il y a plusieurs choses, si vous voulez. À titre personnel, c'est personnel. Je suis convaincu que la grosse erreur du président Sarkozy, ça a été de revenir dans le temps. Parce que si on n'était pas dans le temps aujourd'hui, c'est nous qui serions les intermédiaires entre la Russie et les autres. Et on aurait gagné une place formidable au niveau mondial parce que tous les BRICS seraient derrière nous. Parce que
on garde effectivement une certaine image, même si on veut dire les détester, enfin, il ne faut pas exagérer, on garde une certaine image. Et le problème, c'est que plus on est dépendant d'un système qu'on ne maîtrise pas, comme aujourd'hui, vous voyez l'OTAN d'aujourd'hui ou la politique européenne, on a beaucoup de mal à s'en sortir tout seul, enfin d'exister, on a beaucoup de mal à exister, et c'est vrai que du coup on n'est pas crédible auprès d'un certain nombre d'autres pays. On voit bien que mais je pense que là, si vous reprenez De Gaulle, Pompidou, ça a été, là quelques-uns quand même, les présidents, ils avaient comme concept de dire, nous, le sud de l'Europe, on est en définitive, on doit être ou l'Europe, parce qu'à l'époque c'était l'Europe, on doit être la puissance d'équilibre entre la Chine qui monte, relisez Perfit, et les Américains. Il y avait cette volonté d'être au milieu, qui n'était pas une mauvaise position, parce que c'est vrai que c'était pas mal d'être un peu au milieu, et ça donnait confiance. Aujourd'hui, les gens du tiers-monde qui n'ont pas d'industrie de défense, ils ont tendance à aimer la France, parce que la France fait des armes qui ne sont pas des armes américaines. Et donc pour eux, c'est une sécurité, parce que si les Américains leur vendent des armes, ils savent très bien qu'il y a un risque que les Américains décident, pour une raison politique, par exemple, de leur dire les armes ne marcheront plus. Parce qu'on peut commander les armes à distance maintenant. Donc ils le savent très bien. Donc, si vous voulez, il y a tout un ensemble. Aujourd'hui, je pense que on est en difficulté parce que nous ne pouvons pas exister en tant que tels. Donc c'est vrai qu'il faudrait trouver, là c'est un problème politique, il faudrait affirmer une certaine spécificité. Moi je crois que c'est possible parce que je constate que dans l'Europe aujourd'hui, quelques pays affirment sans problème leur spécificité. Alors nous on n'est pas d'accord bien sûr, mais sur le plan de la justice, sur le plan du comportement, sur le plan de ils disent, nous, on est en Europe, mais on fait ce qu'on veut. Après tout, qu'est-ce qui nous empêche de faire pareil ? Vous pouvez voter, faire un référendum pour dire que les lois françaises sont au-dessus des lois européennes, contrairement au traité de Maastricht, bien sûr, mais je vous rappelle qu'on n'avait pas voté. On avait voté contre Maastricht, on nous l'a imposé par un vote à l'Assemblée, un tour de passe-passe derrière. Mais si on rappelait que les lois françaises sont au-dessus, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas appliquer les lois européennes, mais ça veut dire qu'on peut discuter en disant celle-là oui, mais celle-là ça ne marche pas. Et on voit bien qu'une des raisons pour lesquelles on perd pied, c'est qu'en définitive, nous ne pouvons pas, comme on ne sait pas où on va, on ne peut pas créer l'espoir chez les gens. Vous savez, en politique en tout d'ailleurs, si vous voulez qu'un peuple bouge, il faut lui donner des objectifs. L'espérance, c'est l'espérance qui fait marcher les gens. Vous donnez un objectif et les gens ont la foi, ils sont convaincus, ou alors vous mettez tous les moyens qu'il faut pour les convaincre on va atteindre cet objectif. Et ça crée une dynamique globale. S'il n'y a pas d'objectif, vous ne pouvez pas les mobiliser. On ne mobilise pas les gens sur le vélo avec... quand on regarde le guidon, c'est pas mobilisateur. Si vous dites je vais grimper en face ou je vais longer la Seine jusqu'à Auteuil, bon, ça c'est un objectif. Si vous dites je vais pédaler sur mon vélo, vous n'irez pas loin. C'est ça le problème. Si vous regardez aujourd'hui, c'est très frappant de voir que la France n'a plus de vision. Tous les jours, on nous annonce une nouvelle chose. C'est bien la preuve qu'il n'y a pas de vision. La vision, c'est pas de dire tous les jours, aujourd'hui je vais traiter la santé, demain l'éducation, après-demain les mathématiques, le lendemain le tourisme. Non, c'est pas ça. C'est qu'est-ce qu'on veut pour la France dans 20 ans. Et donc ? C'est ce que je vous disais tout à l'heure, je pense qu'il faut repenser le modèle. Ça, c'était un problème politique. Il y a des gens qui le font, il y a des endroits où vous voyez que ça se passe ? Moi, je pense qu'il y a un certain nombre de gens qui en sont conscients. Maintenant, de là à le faire, ça c'est encore autre chose. Mais il y a un certain nombre de gens qui font des analyses, d'instituts, qui sont tous dans la même, qui font tous la même analyse. Il n'y a pas que chez nous. Vous savez, moi, je travaille également avec les Espagnols, par exemple. Je peux vous assurer que certains think tanks espagnols, ils font les mêmes analyses. Et les pays du sud de l'Europe, en définitive, on peut se poser des questions. Je crois que ce sont les grands perdants le grand perdant de l'histoire de l'Europe, alors que c'est nous qui l'avons créé.
on est les grands perdants parce que on a notre mode de comportement, de travail et autres, fait qu'on ne marche pas du tout, on n'est pas dans la rigueur, si vous voulez, je dirais, du nord de l'Europe. Alors c'est pas pour rien que les gens du nord de l'Europe nous appellent le Club Med. Hein. Ils appellent la Grèce, l'Italie, la France et l'Espagne le Club Med. Ça veut tout dire. Mais ils le pensent vraiment. Ils pensent qu'on est incapable de gérer des budgets, incapable de tenir. Or, ce n'est pas vrai. Simplement, on est différents. Et justement, il faut affirmer nos différences. Donc et je pense que tant que la France a su affirmer ses différences, elle a été efficace. À partir du moment où, effectivement, on se coule dans le moule, alors pour de multiples raisons, hein, parce qu'on va être européen, mondialiste ou peu importe, à partir de ce moment-là, on perd pied parce qu'on n'existe plus. Oui, en fait, il faudrait d'abord ne plus utiliser le concept d'Occident. Oui. La France ne s'est jamais conçue comme un pays occidental, Oui. sauf tout récemment. Oui, exactement. Sarkozy qui a parlé de la famille, du retour dans la famille occidentale. Oui, non, mais Bon, mais jamais, ni la France de la monarchie, ni la France de la Oui. Révolution, aucun de nos gouvernements ne sont conçus comme membres de l'Occident. La meilleure preuve, c'est que François Ier s'est allié avec la puissance ottomane, que ça a duré quelques siècles. Bon. Donc on n'a jamais été du club catholique romain, on a toujours été en rupture. Oui. Avec des faiblesses, on a toujours été une puissance médiane, pas très forte, avec de grosses faiblesses aussi, mais on s'est toujours débrouillé comme ça. Oui. Et maintenant, on ne veut plus essayer de trouver un chemin qui soit justement Exactement. le nôtre. Mais alors, deuxième chose, premièrement, se débarrasser du concept d'Occident. Le premier à en parler, ou l'un des premiers en France, c'est Henri Massis, intellectuel de deuxième rang de la Troisième République, nationaliste. Et c'était le manifeste de la défense de l'Occident, c'était pour appuyer la conquête italienne de l'Éthiopie, au temps de Mussolini. Bon. Donc, tout ça. Mais alors, la deuxième chose, c'est qu'il faut remettre en question l'Europe telle qu'elle s'est faite, telle qu'elle fonctionne aujourd'hui. Parce qu'en fait, en 1958, c'est pas cette Europe-là qu'on a créée. C'était l'Europe du marché commun. C'était une Europe qui était protégée. Il y avait un tarif extérieur commun. Et ce qui changeait beaucoup de choses. Et c'était une Europe qui était quand même, de façon, en Allemagne, mais en France, en Italie, avec un très très fort secteur public et avec un système planifié. Bon, c'est tout ça qu'on a mis par terre, naturellement. On s'étonne maintenant de plus avoir d'industrie et d'être empêtré dans les règles édictées par la Commission européenne. Et on ne peut pas s'en sortir dans la compétition internationale si on a en face de nous un pays comme la Chine, qui est un pays planifié à direction autoritaire au moins, et les États-Unis qui font effectivement une politique de puissance nationale, avec des plans de relance, avec une armée qui effectivement impose un certain nombre de choses et procure un certain nombre d'avantages. L'Union européenne n'a rien de tout cela. Et surtout ne veut pas l'avoir, puisque l'idéologie de l'Union européenne, c'est le libre-échange. C'est pas dans un système de libre-échange qu'on peut reconstituer la puissance. Non, mais marginalement, tout à fait. Mais pas de façon, pas sur le plan de ce qu'on peut appeler une politique industrielle. Voilà. Alors, seulement c'est une révolution, et que dans le milieu dirigeant de droite, de gauche et même d'extrême droite, personne n'a envie de faire, n'a même l'idée de faire. Oui, vous avez raison. Et en plus, je pensais à ce que vous disiez là, parce que en plus, il y a une chose aussi qui est certaine, mais là, c'est dans l'économique, c'est qu'on s'aperçoit, mais il a fallu du temps, on ne savait pas, on ne connaissait pas. Quand cette idée, quand Davos, les penseurs qui ont privilégié, qui ont lancé Davos en définitive, et les groupes qui étaient derrière, Bilderberg et autres,
quand ils ont conçu la mondialisation, parce que c'est eux qui ont conçu la mondialisation heureuse, comme disait Alain Minc, comme dit toujours Alain Minc d'ailleurs, hein, ce qui est curieux, c'est de voir qu'ils se sont trompés. Alors ils l'ont reconnu au dernier Davos d'une certaine manière, en disant ça ne marche pas. Mais ce qui est grave, c'est que la mondialisation telle qu'ils l'ont conçue appauvrit les classes moyennes et les paupérise. Et ça, c'est aussi ça qui est une bombe à retardement. Parce que ça veut dire que dans nos pays, où comme vous le rappeliez, toute l'histoire du pays avec sa culture, son histoire sous la monarchie ou ensuite sous la République, l'objectif a toujours été d'améliorer le bien-être de la population. Peu à peu, hein, avec la bourgeoisie, le tiers-état, tout y est passé, mais peu à peu on a monté. Bon. Et là on s'aperçoit que c'est plus du tout le cas. Là, au contraire, le système appauvrit toute une partie de la population qui, en définitive, ne travaille beaucoup pour gagner moins. Parce que c'est ça la réalité d'aujourd'hui. Hein, c'est pas travailler plus pour gagner plus, c'est travailler plus pour gagner moins. Alors, évidemment, la jeune génération, elle dit travailler plus pour gagner moins, moi je travaille moins, comme le résultat sera pareil, je m'en fous. Hein. Avec les aides sociales, ça sera pareil. Et on est dans un véritable piège qui s'est refermé sur nous, et sur lequel il va bien falloir un jour réagir, parce que là c'est un piège mortel. Vous voyez ? Oui, donc ça pose un vrai problème. Oui. Par rapport à ce que vous disiez, ce qu'on n'a sans doute pas étudié, en tout cas nous, pas assez, c'est les dialectiques internes à l'Asie. L'Asie, c'est pas un bloc. Non, mais non. Il y a des conflits, il y a des conflits historiques. La Chine, l'Inde, c'est pas du tout la même chose. Par exemple, pour prendre de grandes masses, le Japon, c'est encore autre chose. Oui. Donc, ce qui est des BRICS, ce qui est des alliances, etc., ça n'empêchera jamais les conflits profonds de se produire. Oui. Et le jeu de la France a toujours été de voir ce qu'on pouvait faire par rapport à des situations conflictuelles, comment on pouvait justement tracer notre chemin dans des configurations qui sont complexes. Et ça, justement, on pense beaucoup trop par bloc. L'Occident, les États-Unis et nous, c'est pas du tout la même chose, y compris sur le plan culturel. Oui. D'abord, ils se sont fait contre l'Europe. Oui. Bon. Ils n'ont pas la même conception de la liberté, ils n'ont surtout pas la même conception de la guerre. Oui, tout à fait. Vous l'avez très bien dit, la guerre d'extermination du mal, c'est pas du tout notre. Mais oui, c'est pas la guerre pour obtenir un résultat politique. Mais exactement, c'est pas du tout la même chose. Avec des gens avec qui on va s'entendre après. Exactement. Ça a été le cas de toutes les guerres qu'on a faites en Europe, en fait. Ben oui, non, parce qu'on n'est pas du tout. Mais on n'est pas dans les mêmes logiques. Exactement. C'est ce que vous dites. Pas dans les mêmes logiques. Il y a une conception européenne de la guerre, il y a une conception européenne de la diplomatie. D'ailleurs, Kissinger le dit très bien, que l'enjeu, c'est que les Américains en viennent à une conception westphalienne des conflits, c'est-à-dire de la guerre, oui, mais en vue de l'entente ou du conflit, mais en vue finalement d'un accord pour retrouver un équilibre. Et c'est la pensée profonde en tout cas de la France et de beaucoup de pays européens. Absolument. C'est trouver des équilibres, à la fois en Europe et dans le monde. Oui. Pour que personne ne domine complètement le jeu. Et oui, parce que c'est le meilleur garantie pour ne pas avoir de guerre. C'était la pensée du général de Gaulle. Bon, voilà. Oui, tout à fait, tout à fait. Qui, à mon avis, avait eu tort de s'en remettre à Jacques Revers pour cette histoire d'étalon or. Ah non, mais ça c'est autre chose. Mais sur le plan de l'or, il avait raison. Mais sinon, c'est cette voie qu'il avait tracée dans un pays qui, quand même, était sorti de la Deuxième Guerre mondiale en très mauvais état. Donc c'est encore possible, et d'autant plus, comme le disait Alain, que le jeu s'ouvre de tous les côtés. Les Américains déclinent, sont en conflit interne quand même très important. Ah ouais, on n'a pas parlé, mais c'est clair qu'on est aujourd'hui, ils sont en train, entre le Middle West américain et puis les deux côtes Est et Ouest, c'est la guerre. Hein. Rana Levy, qui est un bon historien, un professeur des États-Unis, le disait hier dans le Figaro, il y a une situation de quasi-guerre civile entre démocrates et républicains. Alors que dans notre jeunesse, on apprenait qu'aux États-Unis,
démocrates républicains, finalement, ils arrivent toujours à s'entendre et que la démocratie américaine fonctionnait très bien. Ce n'est plus vrai. C'est plus vrai. Donc, il y a des fractures. La Chine n'est pas vouée non plus à rester éternellement ce qu'elle est. Ce continent peut. D'abord, il y a le Tibet, il y a les Ouïghours, le Turkestan oriental, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de choses qui peuvent jouer également, sans compter tous les autres pays. Donc, vous voyez, mais je rebondis là pour vous tous sur le soir des Ouïghours. Je suis très frappé, moi, parce que souvent, nous, pour des raisons diverses, mais on prend des positions dont je ne suis pas sûr qu'on se rend bien compte de ce qu'on raconte. Et je crois que dans la vie, il faut être réaliste. Et dans le monde international, dans la compétition internationale, il faut être extrêmement réaliste. Bon. Les Ouïghours, tout le monde sait que les Chinois, de toute manière, ils sont en train de faire aux Ouïghours ce qu'ils ont fait aux Tibétains, il ne faut quand même pas l'oublier, quelques années plus tôt, ils l'ont fait aux Tibétains, ils l'ont fait aussi aux Mandchous, qui étaient contre eux à une époque. C'est les Chinois et surtout les Han, l'ethnie principale, les Han, sont redoutables et ils contrôlent tout, ils veulent tout contrôler. Bon. Donc les Ouïghours sont en train effectivement de passer par une période très très difficile comme les Tibétains l'ont connu. Mais là où ça devient intéressant, c'est qu'il y a un pipeline qui est en train de se mettre en place entre l'Iran et la Chine, qui va passer par l'Afghanistan. Bon, les talibans, bien sûr, sont d'accord, puisque le pipeline leur permet de toucher des royalties. Bon, c'est clair, il n'y a pas photo là-dessus. Mais là où c'est fascinant, c'est que les talibans, ils défendent, si je me souviens bien, quand même le monde musulman. Les populations musulmanes, je sais si on nous l'a expliqué, et islamiques. Bon. De l'autre côté de la frontière, c'est les Ouïghours. Donc le pipe, il va à l'Afghanistan, il continue chez les Ouïghours pour aller vers les grandes villes chinoises. Est-ce que vous avez entendu les talibans dire un mot chinois concernant les Ouïghours? Bien sûr que non. Parce que les talibans, ils sont réalistes, il y a leurs problèmes de leur pays, les Ouïghours, c'est en Chine, on ne veut pas savoir. Et nous, on s'obstine à chaque fois qu'on voit Yiping et les autres à dire « Attention, c'est pas bien ce que vous faites ». Et on s'attire des trucs. Et je trouve que... Moi, je suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas défendre les droits de l'homme et tout ce que vous voudrez, mais il y a un moment, il faut peut-être aussi cesser de jouer, alors qu'on n'a pas le pouvoir, les matamors, si vous voulez. Quand je dis, moi, si jamais je dis attention, si vous ne faites pas ça, vous allez voir ce que vous allez voir, il faut que je sois capable de le faire suivre des faits si ça ne marche pas. Sinon, on perd pied. Regardez ce qui s'est passé au Liban. On a été au Liban, on a dit c'est très mal, il n'y a plus de président, c'est inacceptable. Non, on vous donne 2 mois pour avoir un nouveau président. Bon. 1 an plus tard, il n'y a toujours pas de président, et celui qui va être élu, en plus, c'est celui qui est poussé par le Hezbollah. Donc, on ne peut pas dire que ce soit une réussite pour les Français. Mais est-ce qu'on aurait dû s'engager avant pour se ridiculiser plus tard? On aurait mieux fait de se taire. La politique, la réelle politique, c'est pas de jouer les parangons de vertu ou les matamors, c'est d'être réaliste. Et je pense qu'on a perdu la notion du réalisme. Tout à fait. Vous disiez tout à l'heure sur la démocratie dans le monde, etc. Traditionnellement, la France, depuis 10 siècles, considère les relations entre les États. Oui, parce que c'est notre système. Que ce soit la monarchie avec... Mais toujours, ça a toujours été. La Troisième République s'est alliée avec toujours. le tsar, c'était les dictatures, ouais. Et on s'est allié avec eux parce que la Russie était placée à cet endroit-là et que ça nous arrangeait par rapport à l'Allemagne. On n'est pas allé prêcher la démocratie chez les tsars, tout en souhaitant... non, mais oui, exactement. Il faut changer quelque chose. Oui, il faut être réaliste. Non, ça a changé beaucoup. Il faut être réaliste. Les relations internationales sont des relations entre les États. Exactement. On va chercher... sinon, on ne s'allie plus avec plus grand monde, d'ailleurs. Et puis en plus, puis de quel droit on va donner des leçons aux gens En plus, de quel droit? Nous, on n'a pas été merveilleux dans l'histoire. Il y a eu des moments où on n'a pas brillé quand même. On aurait mieux se taire. Quand une fois Hubert Védrine est venu ici, il nous disait
On ne peut même pas, c'était l'époque de la Tunisie de Ben Ali, bon, effectivement, et il nous disait on ne peut même pas avoir une influence sur le traitement des gens, qu'on ne les torture pas, bon, voilà, même pas. Donc dans ce cas-là, il vaut mieux se taire, effectivement. Oui, En aidant les gens, les réfugiés, en faisant des choses discrètes, mais pas donner des leçons de morale, de toute façon. Oui, c'est ça, il ne faut pas donner des leçons aux autres. Oui, alors je ne prononce pas votre nom, parce que... Allez-y. Touche, je suis d'accord avec les orientations générales, mais des petites touches quand même. Je trouve que c'est très difficile de lire l'avenir, effectivement, parce que ça peut partir dans tous les sens. Alors, effectivement, on parle de la puissance indienne, mais là, c'est un pays aussi très fragile, comme les États-Unis, on l'a dit, peut se casser en deux, on a l'impression qu'on va vers ça. Mais alors là, c'est au fur et à mesure que les populations s'enrichissent, tout en restant encore très pauvres, il y a quand même ces oppositions d'État-État qui apparaissent très fort. Et la partition des 47 n'est peut-être pas la dernière, enfin j'espère que l'Inde restera unie, mais c'est un défi pour l'Inde de rester unie, parce que c'est quand même des pays extrêmement, il y a le Sud par exemple, on ne parle pas du tout le Hindi, il y a des rapports ethniques, il y a toutes sortes de choses, donc est-ce qu'ils seront vraiment la grande puissance qu'on dit dans l'avenir, je ne sais pas, ça me paraît pas évident. Les budgets militaires, alors moi je ne suis pas tellement impressionné par ces différences de budget militaire parce que c'est les États-Unis avec leurs 770 milliards de dollars. Et est-ce que ça représente autant en production concrète que la Chine avec ses 200 milliards ou même que la Russie avec ses 85 milliards? C'est pas tout bien. Alors on voit en Afghanistan comment ils dépensaient l'argent par milliards de dollars, mais c'était vraiment autant en mangeant. Alors c'était le cas de le dire, d'ailleurs on a parlé cette fois plutôt de mais encore plus les images. Et on voit bien d'ailleurs quand on compare l'invasion soviétique et l'invasion américaine, où il y a quand même beaucoup de points communs parce qu'ils rentrent dans une société qu'ils ne connaissent pas, ils se retrouvent défiés par les structures traditionnelles, etc. Mais en plus, les soviétiques rentrent, ils ont pratiquement, à part le Parti communiste tout petit, qui est surtout dans quelques villes, ils ont tout le pays contre eux. Quand les Américains arrivent, ils ont un certain soutien. Parce que les gens commencent à avoir partie des talibans aussi. Et pourtant, les soviétiques ont fini par se retirer en très bon ordre, laissant une armée très puissante, la plus grande armée afghane d'ailleurs, surarmée que l'Afghanistan n'ait jamais eu pendant 3 ans. Il s'est écoulé que quand les financements russes se sont arrêtés à cause de la chute du soviétique, l'armée a tenu à écraser, en restant pas les talibans, a tenu la distance des Pakistanais. Par contre, l'armée construite par les Américains, alors typiquement, ça fait partie de leur budget militaire. C'est le plus grand budget d'ailleurs de la défense. C'était la construction de l'armée afghane. Et elle a disparu en 15 jours, cette armée. Elle a complètement disparu. Une partie des effectifs n'existait pas, d'autres, en fait, des unités qui détestaient ce qu'ils faisaient. D'autres, voilà, elles étaient complètement infiltrées, alors pour le coup, par les Pakistanais, qui ont dit bon, bah écoutez, vous n'êtes pas coupables. Donc je sais pas, cet argent, je prends juste un exemple, on pourrait en donner des milliards. Il y avait une grande partie de cet argent qui était fait pour payer les talibans, pour laisser passer les combats logistiques, parce qu'ils se moquent de la logistique des Russes, mais enfin, la plupart de la logistique américaine était assurée qu'en payant les talibans. Le premier financeur des talibans, des Américains, c'est sur quoi il n'y avait pas de camion d'essence qui peuvent, voilà, pour aller sur une route afghane, amener de l'essence à la base américaine d'hôtel. Si on ne payait pas les talibans, il n'y avait plus d'essence. Mais je prends un seul exemple, ils construisent pour 8 millions de dollars, ils équipent une caserne de gendarmerie, ils mettent le toit pour 8 millions de dollars, tout est amené, et le jour d'après, il y a une roquette qui tombe sur le toit, il n'y a plus de toit. Donc voilà, c'est 8 millions de dollars. Non, on a tellement vu ça. Donc cet argent, je ne sais pas ce que ça représente finalement, ce budget militaire. Et puis, oui, derrière, peut-être tout, je ne pourrais pas. Et je pense qu'il faut faire, par exemple, quand on dit on est sorti d'Afrique, mais alors on traverse une très mauvaise phase en Afrique, en grande partie. Tu as raison, je ne peux pas en revenir. Enfin, je trouve ça extraordinaire quand même qu'il n'y ait plus d'ambassadeur du Maroc en France. Moi, j'avais vu ça, qui a annulé même la visite du MEDEF. Enfin, ça paraît incroyable dans un pays où il y a 13 centres culturels français et 30 lycées français, où la France a un monopole de l'offre culturelle, etc. Suivi par un million de personnes. Mais
quand même, d'un autre côté, je veux dire, c'est des liens tellement forts qui sont, et je faisais un exposé justement tout à l'heure ce matin même, sur en quoi c'est une question existentielle, l'immigration par exemple. Je crois qu'on ne se rend pas compte qu'entre Alger et Paris, il y a combien de vols par jour? Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Vous diriez quoi? Alors, moi, je suis à 10h30. À 10h30, il y avait eu déjà 11 vols. Il y a eu un nouvel accord avec de nouvelles lignes aériennes, c'est des choses dont on parlera tout après. Il y a eu aujourd'hui 39 vols d'Alger vers Paris. Et en moyenne, c'est 45 par jour. Et combien entre le Maroc et la France? Eh bien, la rotation de la moyenne, 1049. Casablanca, Paris. 1049. Donc, je veux dire, c'est des liens et qui vont dans les deux sens. Pourtant, il y a cette espèce d'impact quand même de ces voyages en France. Et puis, dans les sociétés algériennes et marocaines, la société algérienne est également complètement transformée par cette imbrication avec la France. Alors là, pour le coup, c'est le cas de dire que la Méditerranée sépare comme les deux rives de la Seine, comme disait les colonialistes de non, mais c'est prodigieux, 45 vols. Et en plus, il n'y a pas que des vols d'Alger, il y a aussi des vols il n'y en a pas beaucoup, mais enfin, il y en a 2 de Constantine par jour, un d'Oran, il y en a 2 de Tlemcen, il y a les bateaux aussi avec Marseille. Enfin, c'est une circulation extraordinaire. Donc ça, et le Mali par exemple, le Mali cherche toutes les histoires, ils ont même coupé le signal de France indirect. Mais bizarrement, ils ne sont toujours pas sortis du franc CFA. Le Mali n'est toujours pas sorti du franc CFA. Donc, je pense que c'est difficile de voir toujours à long terme. Les choses peuvent se retourner dans tous les sens. Voilà, le Maroc, c'est quand même, par exemple, très très personnel entre le roi du Maroc et le président Macron. Demain, ça peut se retourner à nouveau. Voilà, c'est une petite touche. Hein, ça, pas sur l'ensemble, je suis d'accord avec vous, il faut se mettre en cause, etc. Et puis alors, si, des dernières choses, je ne suis pas d'accord que les scénarios catastrophes sont ceux qui sont réalisés le plus souvent. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Moi, quand j'étais jeune, je me rappelle, il y avait toujours ces chiffres, la démographie. On disait, on est 3 milliards. Dans 40 ans, on sera 6 milliards. Le monde ne pourra pas donner 6 milliards d'habitants. Donc, il y aura des familles. On parlait du danger du plutonium. Je me rappelle, j'étais j'étais toujours en train de demander à mes parents pour ça. Il y avait cette une de l'Express, les défis. Alors, en 2000, il y avait, voilà, le moindre banque pourra voler 1 gramme de plutonium et en terminer avec la moitié du monde. Il y avait, alors c'était pas le machin climatique, mais il y avait le pétrole aussi. Le pétrole était épuisé, on nous montre des schémas. Il reste 15 ans de pétrole, après il n'y a plus de pétrole. On ne savait pas qu'à l'époque on pouvait découvrir des réserves, ou même qu'elles étaient là, mais tout simplement ça peut être quelque chose d'exploité. Donc en fonction de là, il y avait tout ça. Donc je ne crois pas que les scénarios catastrophes soient toujours les plus réalistes. Voilà. Mais il y a un très bon article dans Royaliste cette semaine sur le bilan du rapport Meadows. C'est vrai que les prévisions en matière, beaucoup de prévisions étaient justes, mais les prévisions en matière de population excédentaire entraînant des familles ne se sont pas du tout réalisées. Donc le pire n'est pas toujours certain. Et à la rentrée, il y aura, dans Royaliste également, un très bon article sur le Sahel et sur le fait que la population, zone que vous connaissez bien, il y a du reverdissement. J'ai à peine lu le rapport qui a été publié récemment, mais il y a eu il y a 20 ans, 30 ans, beaucoup de bruit médiatique autour de la désertification avec les squelettes d'animaux dans le désert, etc. Bon, vous savez mieux que moi que ce n'est pas vrai, qu'il y a des transformations. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se mobiliser non pas pour sauver la planète, mais pour sauver l'organisation humaine sur cette Terre, qui est menacée à bien des égards, et notamment par la chaleur, etc. Mais là encore, ça suppose des moyens de planification, de contrôle public des grandes entreprises, etc., que nous n'avons pas. On peut toujours faire tous les discours qu'on veut, ça en revient à ça. Que nous promettons d'ailleurs sans le faire. Quand on regarde l'accord du G5, il y a la partie militaire qu'on a plus ou moins appuyée, il y a toute la partie civile. Les ministres passent leur temps à dire chers entrepreneurs, il faudrait quand même que vous fassiez un petit peu attention, que vous baissiez un petit peu vos prix, etc. Et les autres disent oui, mais en ce moment c'est pas possible, sinon on est d'accord, mais pas maintenant, l'année prochaine. C'est pas comme ça qu'on peut, effectivement, c'est pas comme ça qu'on a relevé le pays après la Deuxième Guerre mondiale. On l'a relevé par des mesures d'économie dirigée. C'était pas un gros mot. C'était quelque chose qui était appris dans les écoles. On prenait à Sciences Po, on était pour l'économie dirigée.
Bon. Donc, les problèmes tournent toujours autour de ces questions de décision politique. Oui, bien sûr. Parce que ici, on est témoin de cela. Les idées ne manquent pas, les analyses d'économie, d'anthropologie, des analyses diplomatiques également. Beaucoup de gens les font. Beaucoup de gens font des constats qui sont tout à fait lucides et qui ouvrent sur des débats intéressants, mais les conditions politiques ne sont pas là. Donc on continue à tourner en rond. Oui. Oui. Bonsoir. Merci Bonsoir, pour cette oui. conférence. Vous avez parlé donc effectivement des problèmes militaires, économiques, etc. Mais vous n'avez pas abordé un autre que je trouve important parce que je pense ça a des conséquences justement sur tous les points que vous avez parlé. C'est la conséquence de la cohésion interne de nos pays. Dont on voit la France, mais on voit aussi l'Angleterre, l'Allemagne, tous ont les mêmes problèmes de cohérence interne, qui soient démographiques, qui soient ethniques, avec la multiplication des communautés et des minorités, tout à fait. manque de cohésion. La chute, je dirais, puisque le président Macron en a parlé, j'étais très étonné qu'il en parle, de problème de la civilisation, c'est-à-dire que des populations qui ne sont plus reliées à des matrices de civilisation, qu'elles soient culturelles ou religieuses, du reste on voit la chute du christianisme dans nos pays, qu'il faut que on ne peut pas gérer le présent, on ne peut pas se projeter dans l'avenir. Et ça, je pense que c'est le problème interne a des conséquences terrifiantes sur justement toutes ces questions-là qui rendent une société, je dirais, sénile et même je suis bête parce que quand vous parlez de l'Afrique par exemple, il vient d'avoir une réponse de non-recevoir à l'ambassade, au ministre, je crois, de la cohésion des LGBT français au Cameroun. C'est-à-dire qu'on le gouvernement français voulait avoir envoyé un ministre au Cameroun pour faire des conférences sur le gender, sur l'LGBT. Le gouvernement camerounais alors a dit excusez-moi, la question. Et donc, au-delà de tous les intérêts économiques, politiques, il y a aussi cette approche anthropologique, philosophique et civilisationnelle de cet Occident qui fait la leçon, qui veut imposer au reste du monde ses propres valeurs qui sont en fait des dégradations complètement de notre civilisation. Puisque 50 ans, si on avait prenait ça, même ici, tout le monde aurait dit qu'on était complètement fou. Et que le rejet de l'Occident, c'est aussi un rejet d'une civilisation dont les gens voient qu'elle est en train de se diluer, de se démembrer et de penser idéologiquement des choses totalement folles. Donc je pense que c'est vraiment la matrice de toute. C'est une matrice qui implique le reste. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, mais si vous voulez, on peut pas en 3 quarts d'heure couvrir trop de choses non plus. Oui, vous savez, c'est pas. Voilà. Il est évident que le problème français, le problème social, le problème de la communautarisation, je dirais, de la France, c'est-à-dire qui est un peu pour moi une évolution vers le modèle britannique au détriment du modèle français d'intégration, parce que c'est ça en définitive. C'est un problème qui est réel, mais qu'on ne peut pas résoudre par des incantations idéologiques, parce qu'on sait très bien que la seule vraie solution, il n'y en a pas d'autre, c'est l'immigration choisie. Nous avons besoin de populations immigrées parce qu'il y a plein de métiers que les gens ne veulent plus faire, donc il n'y a pas de souci, il faut bien trouver quelqu'un qui le fasse. Donc il faut trouver des gens et les faire venir. Ça a toujours été comme ça en histoire de France, donc je ne sais pas pourquoi on ne le ferait plus maintenant. Par contre, il est évident que quand on met un excédent de population chez nous, qui viennent pour de bonnes raisons, parce qu'ils ont envie de gagner mieux, d'être mieux que chez eux, mais lorsqu'on se trouve avec un excédent de population et avec tous les problèmes que ça pose, c'est effectivement un risque d'explosion sociale qui est en train de se faire. Il ne faut pas se leurrer. Le système social français est très attractif pour les gens qui vivent en France, mais ça pose un problème, c'est que c'est un système qui est extrêmement coûteux et que tout l'argent qu'on consacre au système social est autant de moins que nous pouvons consacrer au développement de ce pays dans la période de mouvement que nous devons faire. Donc il faut bien voir les choses. Nous sommes un pays, il faut dire la vérité, on est un pays d'assistés, un des rares pays au monde où on a plus de 50% de charges par rapport à ce qu'on gagne. Bon, et ça c'est un vrai problème. Un vrai problème parce que, pour aller plus loin si vous voulez, on est face, quand vous voyez les jeunes générations en particulier, on est face à un véritable problème de fond
hein, c'est que les gens ne veulent plus travailler. Une bonne partie des gens ne veulent plus travailler. Et ça, c'est pas possible. Non pas parce qu'ils veulent plus travailler. Moi, après tout, si personne veut travailler, on a le droit. Hein. Mais le problème, c'est qu'on a en face de nous, de l'autre côté du monde, on a des gens qui travaillent, hein, comme nous, mais beaucoup plus que nous-mêmes, parce que nous, quand on travaille 35 heures, eux, ils dorment 35 heures par semaine. Et le reste du temps, ils travaillent. C'est ça la différence. Nous avons aujourd'hui les gens qui travaillent dans la plupart des pays du monde, les BRICS, les fameux BRICS, les gens travaillent, mais vous pouvez vérifier, hein, beaucoup plus que chez nous, mais c'est pas comparable. Alors on va vous dire, ah oui, mais ils n'ont pas les mêmes moyens, c'est plus dur et tout. Peut-être, mais quand vous travaillez plus, a priori, vous progressez. Nous, par contre, c'est vrai qu'à quoi ça sert de travailler plus, puisque de toute manière, les impôts se chargent de vous enlever la majeure partie. Alors. Sauf que c'est structurellement faux en fait. C'est beau parce que c'est un magnifique mensonge qu'on nous raconte depuis à peu près 30 ans en France. C'est quand même un truc que c'est faux en fait. En France, alors pour le coup je fais partie de cette génération dont on parlait. En France, c'est faux. On est à 62 heures travaillées en moyenne. Ma génération. 62 heures travaillées en moyenne. Attendez. Et vous... Non, ma génération. Mes chers amis, je sens que le débat... C'est bien. Je ne veux pas de la société. C'est une bonne chose. Je ne veux pas censurer le débat, mais il est 10 heures et on sort un peu du sujet initial. Donc il faut que nous arrêtions cette... Non, mais je ne mettais pas en cause la jeunesse, c'est pas ça du tout. Nous reprendrons. On a fait beaucoup de débats sur l'immigration. Et on a fait aussi beaucoup de débats sur la question du salariat. Donc on reprendra oui, bien sûr. Là. Je remercie notre invité très chaleureusement qui va bien voulu nous expliquer. J'espère qu'il reviendra nous voir pour parler d'autres sujets ou du même dont celui en fonction de ces évolutions. Et on se réunit une dernière fois avant l'été avec David Langlois-Marais pour parler de Paris